Les secrets macabres d'Elizabeth Ier, le masque toxique de la reine. Et si la mort d'Elizabeth, hier la reine vierge, cachait un complot plus sombre que tout ce que vous imaginez. Pendant 45 ans, elle régna sur l'Angleterre, transformant une nation fragile en puissance mondiale. Mais en 1603, à Richmond Palace, des secrets terrifiants furent ensevelis avec elle. Cette histoire étrange commence par une façade empoisonnée et des murmures dans l'ombre. Aimez partager et commenter pour plonger dans les abysses de l'histoire étrange. En 1600, Élisabeth, âgée de 67 ans, était une icône, mais son corps trahissait son âge. Selon les chroniques de John Stowe, elle masquait les cicatrices de la variole contractée en 1962 avec une peinture blanche à base de plomb et de vinaigre. Ce mélange toxique, appliqué chaque matin pendant des heures, empoisonnait lentement son organisme, causant tremblements, perte de cheveux et noircissement des ongles. Les analyses modernes, comme celle du toxicologue Barry James, confirment que cette séruse provoquait des symptômes neurologiques graves, confusion, tremblements, hallucinations. Ses dents, noircies par une addiction au sucre, un luxe rare à l'époque, étaient dissimulées par des sourires calculés. Ces 80 perruques répertoriées dans les inventaires royaux couvraient une calvitie presque totale, conséquence probable de l'intoxication au plomb. Mais l'horreur allait au-delà de l'apparence. Les témoignages de ces dames de compagnie, comme ceux de Lady Scrope, décrivent Élisabeth conversant avec ses portraits, s'adressant à des images de sa jeunesse, comme à des conseillers vivants. Imaginez une reine, à 3 heures du matin, immobile devant un tableau de sa couronne, murmurant des questions à une version figée d'elle-même. Les archives rapportent que ses mains tremblaient tellement qu'elle ne pouvait plus signer de documents sans aide. Ses ongles décrits comme noirs comme la mort par un serviteur étaient cachés sous des gants de soie portés en permanence. En public, Élisabeth maintenait une illusion de force. Ses conseillers, menés par Robert Cecil, orchestraient chaque apparition, éclairage tamisé, gestes répétés, robe volumineuse pour masquer sa fragilité. Selon l'historienne Alison Weir, cette mise en scène était une opération psychologique pour préserver l'image d'une reine invincible. Mais les courtisans chuchotaient. Les récits de l'époque mentionnent ses errances nocturnes dans les jardins de Whitehall, où elle cherchait, disait-elle, l'ombre de sa jeunesse. Une servante rapporta l'avoir vue en chemise de nuit, fouillant la terre, comme pour retrouver un trésor perdu. Cette façade n'était que le prélude à un chaos plus grand. La question de la succession que Élisabeth refusait de trancher transformait sa cour en un nid de vipères. Les nobles, les ambassadeurs, même le Parlement spéculaient sur l'héritier. Robert Cecil correspondait en secret avec Jacques VI d'Écosse, tandis que les partisans du défunt comte d'Essex complotaient pour d'autres candidats. Selon l'historien Susan Doran, Élisabeth jouait avec cette ambiguïté, utilisant l'incertitude comme une arme politique. Mais en 1603, ce jeu devenait un baril de poudre prêt à exploser. Les symptômes d'Élisabeth s'aggravaient. Les archives mentionnent des insomnies, des crises de panique et une obsession croissante pour ses portraits. Une note de 1602 rapporte qu'elle ordonna le déplacement de 47 tableaux en un mois, comme si elle cherchait à contrôler son image passée. Les analyses psychologiques modernes, comme celle de Carl Jung, suggèrent que ses comportements reflétaient une lutte contre sa propre mortalité, une tentative de s'accrocher à une gloire évanouie. Pourtant, la cour continuait de la présenter comme une déesse terrestre, une reine vierge intouchable. Mais les fissures s'élargissaient. Les courtisans, terrifiés par son état, commençaient à agir dans l'ombre.
Robert Cecil et ses alliés prenaient des décisions sans son aval forgeant des documents pour maintenir l'illusion d'un règne stable. Imaginez une cour où la reine jadis omnipotente est réduite à une marionnette, tandis que ses conseillers préparent l'inévitable. Cette tension mêlée de secrets toxiques n'était que le début d'une tragédie plus sombre. Si cette façade empoisonnée vous a captivé, attendez de voir comment la lutte pour la succession transforma la cour en un champ de bataille. La prochaine étape de cette histoire étrange dévoile un chaos prêt à engloutir l'Angleterre. Le chaos de la succession. Sous les ors du palais de Whitehall, la cour d'Élisabeth Ier se transformait en un nid de complot, où chaque sourire cachait une dague. Cette histoire étrange dévoile comment le refus de la Reine Vierge de nommer un héritier plongea l'Angleterre dans une crise, prête à exploser. Aimez, partager et commenter pour plonger dans les abysses de l'histoire étrange. En 1600, Élisabeth, à 67 ans, était une légende, mais son silence sur la succession devenait une arme à double tranchant. Selon l'historienne Susan Doran, son refus de désigner un héritier était une stratégie politique brillante, maintenant ses rivaux, nobles rois étrangers, parlement, dans une incertitude constante. Mais en 1602, ce jeu dangereux menaçait de déchirer l'Angleterre. Les chroniques de l'époque, comme celle de William Camden, décrivent une cour divisée en factions, chacune soutenant un prétendant différent. Imaginez une salle de banquet où les rires masquent des regards assassins, où chaque courtisan choisit son camp comme un vautour, attendant la chute d'une reine. Robert Cecil, le principal ministre d'Élisabeth, jouait un jeu risqué. Les archives révèlent qu'il correspondait secrètement avec Jacques VI d'Écosse, préparant sa succession sans l'approbation de la reine. Ces lettres découvertes au XIXe siècle montrent Cécile promettant une transition pacifique, mais à quel prix les partisans du comte d'Essex, exécutés en 1601 pour trahison, complotaient pour d'autres candidats, certains murmurant le nom d'Arabella Stuart. Les nobles catholiques, eux, voyaient dans la mort d'Élisabeth une chance de restaurer leur foi, soutenue par l'Espagne, qui mobilisait des troupes aux Pays-Bas. Selon l'historien John Guy, cette tension transformait la cour en une poudrière. Élisabeth, consciente de ce chaos, semblait s'en délecter. Lors de la cour de Noël 1602, elle déclara à l'ambassadeur français, selon les mémoires de ce dernier, « Je ne serai peut-être pas là l'an prochain, mais l'Angleterre survivra au chaos. » Était-ce une menace, une prophétie ou un amusement cruel? Cette ambiguïté, analysée par la psychologue Elizabeth Loftus, montre comment Élisabeth manipulait les perceptions, utilisant la peur pour maintenir son emprise. Mais son état physique et mental s'effondrait. Les symptômes de l'empoisonnement au plomb, tremblement, confusion, s'aggravaient, rendant ses décisions imprévisibles. La cour en coulisses était dirigée par un conseil officieux. Cécile et ses alliés forgeaient des documents, interceptaient des lettres et neutralisaient les fauteurs de troubles. Les archives de 1602 mentionnent l'arrestation discrète de plusieurs nobles soupçonnés de comploter leur destin, effacés des registres. Cette gouvernance dans l'ombre, selon l'historienne Alison Weir, montre que l'Angleterre n'était plus vraiment dirigée par Élisabeth, mais par un petit groupe luttant pour éviter une guerre civile. Imaginez un royaume où la reine jadis omnipotente est réduite à une figure symbolique, tandis que ses conseillers jouent aux échecs avec le destin de la nation. Les tensions internationales ajoutaient à l'horreur. L'Espagne, selon des rapports diplomatiques, préparait une invasion pour soutenir un prétendant catholique. Les marchands de Londres, craignant un conflit, thésaurisaient
lors tandis que les frontières écossaises se fortifiaient sous les ordres de Jacques VI. Les récits de l'époque décrivent une atmosphère de paranoïa où chaque étranger était suspect. Les courtisans, terrifiés par l'idée d'une mauvaise allégeance, changeaient de camp en secret, rédigeant des lettres codées pour couvrir leurs traces. Élisabeth, malgré sa faiblesse, continuait de jouer son rôle. Ses apparitions publiques, bien que rares, étaient des spectacles soigneusement orchestrés. Les chroniqueurs rapportent qu'elle insistait pour porter des robes somptueuses, malgré sa difficulté à marcher. Ses gants cachant ses ongles noircis devenaient un symbole de son déclin masqué. Mais en privé, son comportement devenait erratique. Les témoignages de Lady Scrope décrivent Élisabeth refusant de s'asseoir lors des audiences, craignant, disait-elle, de s'effondrer pour toujours. Cette peur, selon le psychiatre Carl Jung, pourrait refléter une lutte contre sa mortalité, une tentative désespérée de contrôler l'inévitable. Les courtisans, pris dans cette tempête, vivaient dans la peur. Les archives mentionnent des nobles développant des tics nerveux, évitant de parler à voix haute, certains rédigeant des testaments avant chaque réunion avec la reine. Imaginez l'angoisse d'un ministre entrant dans une salle où chaque mot pouvait être mal interprété, où un regard de travers pouvait signifier la disgrâce. Cette tension psychologique, combinée à l'incertitude politique, transformait la cour en une prison dorée. Pourtant, Élisabeth n'était pas seulement une marionnette. Ses réformes, comme la consolidation de l'Église anglicane et l'expansion maritime, avaient en fait de l'Angleterre une puissance. Son refus de nommer un héritier, bien que risqué, maintenait son autorité jusqu'à la fin. Les historiens comme John Guy notent que cette stratégie, bien que chaotique, empêcha les factions de s'unir contre elle de son vivant. Cette dualité, génie politique et déclin physique, rend son personnage fascinant. Si ce chaos vous a captivé, attendez de découvrir les comportements étranges qui firent croire à une possession démoniaque. La prochaine étape de cette histoire étrange plonge dans les ténèbres de l'esprit d'Élisabeth. Les ombres de la folie, dans les couloirs sombres de Whitehall, la Reine Vierge jadis, un phare d'autorité, sombrait dans des comportements si étranges que ses courtisans murmuraient le mot « possession ». Cette histoire étrange dévoile comment Élisabeth Ier, en 1602, perdit la maîtrise de son esprit, transformant sa cour en un théâtre de peur et de mystère. Aimait partager et commenter pour plonger dans les abysses de l'histoire étrange. À l'automne 1602, Élisabeth, âgée de 69 ans, montrait des signes de déclin alarmants. Les chroniques de William Camden décrivent une reine incapable de dormir, allongée, insistant pour rester debout contre des coussins, déclarant mystérieusement « Si je m'allonge, je ne me relèverai jamais ». Ce comportement rapporté par Lady Scrope, une de ses dames de compagnie, choqua la cour. Imaginez une reine silhouette frêle dans une chemise de nuit, appuyée contre un mur à minuit, les yeux grands ouverts, conversant avec des ombres invisibles. Les archives mentionnent qu'elle parlait à des présences, qu'elle seule voyait parfois s'adressant à ses anciens conseillers morts depuis des décennies. Son obsession pour ces portraits s'intensifia, selon un inventaire de 1602. Élisabeth ordonna le déplacement de 47 tableaux, en un mois les accusant de la juger ou de mal la regarder. Les serviteurs terrifiés obéissaient en silence, déplaçant des œuvres massives à travers le palais. Ce comportement analysé par le psychiatre Carl Jung pourrait refléter une dissociation où Élisabeth cherchait à dialoguer avec une version idéalisée d'elle-même, incapable d'accepter son déclin. Les toxicologues modernes, comme Barry James, attribuent à ces délires
aux effets du mercure contenu dans sa peinture faciale, provoquant hallucinations et paranoïa. La paranoïa alimentaire d'Élisabeth ajoutait à l'horreur. Les chroniques rapportent qu'elle refusa de manger, craignant un empoisonnement. Elle exigeait qu'un cuisinier spécifique prépare ses repas, et même alors, elle forçait des courtisans, souvent ceux qu'elle soupçonnait de déloyauté, à goûter chaque plat. Cette méfiance, selon l'historienne Alison Weir, transforma les banquets royaux en épreuves de terreur où un regard de la reine pouvait désigner un goûteur ou une victime. Imaginez un noble prenant une bouchée sous le regard perçant d'Élisabeth, se demandant si ce serait son dernier repas. Ces errances nocturnes devinrent légendaires. Les gardes rapportèrent la trouver dans les jardins de Richmond, à 2 heures du matin, en chemise de nuit, fouillant le sol à la recherche de sa jeunesse perdue ou de son bonheur égaré. Ces épisodes, décrits dans les lettres de Lady Scrope, montrent une femme luttant contre une réalité qui lui échappait. Les analyses modernes, comme celle de Philippe Zimbardo, suggèrent que l'isolement du pouvoir absolu, combiné à l'intoxication au plomb, amplifia sa désorientation mentale, la poussant vers des comportements quasi mystiques. Un incident particulièrement troublant eut lieu en février 1603, lors d'une audience. Élisabeth se leva soudainement et se mit à danser seule pendant 20 minutes, au son d'une musique qu'elle seule entendait. La cour pétrifiée observa en silence. Lorsqu'elle s'arrêta confuse, elle demanda « Pourquoi me regardez-vous tous ainsi ?» Cet épisode, rapporté par plusieurs témoins, fit craindre une possession démoniaque. Les puritains influents à la cour murmurèrent que le diable s'était emparé de la reine. Cette superstition, selon l'historien John Guy, reflétait l'angoisse d'une époque où la maladie mentale était mal comprise. Les conseillers d'Élisabeth, menés par Robert Cecil, mirent en place des protocoles de gestion. En pratique, ils traitaient leur reine comme une patiente dangereuse, limitant ses apparitions et contrôlant ses interactions. Les archives montrent que ces dames de compagnie, comme Lady Scrope, recevaient des instructions strictes pour ne jamais la laisser seule. Cette surveillance, selon l'historienne Susan Doran, visait à protéger l'image de la monarchie, mais aussi à empêcher Élisabeth de prendre des décisions imprévisibles qui pourraient aggraver la crise de succession. Pourtant, Élisabeth restait une figure de pouvoir. Même dans son déclin, elle conservait un charisme magnétique. Les récits de l'époque décrivent des moments où, lors de rares apparitions, elle captivait encore la cour par ses discours. Ses réformes, comme l'établissement de l'Église anglicane et l'expansion maritime, continuaient de porter leurs fruits. Cette dualité, génie politique et folie naissante, rend son personnage fascinant. Les historiens comme Alison Weir notent que son déclin mental, bien que tragique, ne diminua pas entièrement son aura. La cour, cependant, était au bord de l'effondrement. Les courtisans terrifiés par les caprices d'Élisabeth et la menace d'une guerre civile vivaient dans une tension constante. Les archives mentionnent des nobles rédigeant des lettres d'adieu avant chaque audience, certains développant des tics nerveux, incapables de supporter l'incertitude. Imaginez l'angoisse d'un ministre entrant dans une salle où la reine à moitié délirante pourrait ordonner son arrestation sur un coup de tête. Si ces ombres de folie vous ont captivé, attendez de découvrir ce qui s'est passé dans les derniers jours d'Élisabeth à Richmond Palace. La prochaine étape de cette histoire étrange révèle les mystères entourant sa mort. Les derniers jours à Richmond. Dans les murs froids de Richmond Palace, les derniers jours d'Elizabeth Bober-Mortier furent enveloppés d'un voile de mystère et de peur. Cette histoire étrange dévoile les événements troublants de mars 1603, où la Reine Vierge, autrefois
indomptable, s'éteignit dans des circonstances si ambiguës que la vérité fut enterrée. Aimait partager et commenter pour plonger dans les abysses de l'histoire étrange. En mars 1603, Élisabeth, âgée de 69 ans, s'installa à Richmond Palace, un lieu qu'elle affectionnait pour son calme. Mais les chroniques de l'époque, comme celle de William Camden, décrivent une reine au bord de l'effondrement. Son corps rongé par des années d'intoxication au plomb montrait des signes alarmants, tremblements, incontrôlables, peau grisâtre, ongles noircis. Les toxicologues modernes, comme Barry James, affirment que le mercure contenu dans sa peinture faciale provoquait des lésions neurologiques, expliquant ses délires croissants. Imaginez une reine jadis rayonnante, réduite à une silhouette frêle, ses yeux hantés, scrutant un palais devenu prison. Les témoignages sur ces derniers jours divergent de manière troublante. Robert Cecil, son principal ministre, affirma qu'Élisabeth passa sa dernière semaine en prière paisible, entourée de serviteurs loyaux. Mais Lady Scrope, dans une lettre privée, décrivit une reine luttant contre l'obscurité, parlant à des présences invisibles. Le 18 mars, Élisabeth, pour la première fois en mois, admit être malade, pointant sa gorge et murmurant « Je ne vais pas bien ». Pourtant, les archives révèlent 3 versions différentes de ces dernières paroles. Cécile rapporta « Tout m'est bien pour un instant de temps ». Lady Scrope insista sur « Je ne veux plus vivre ». Un 3e témoin jura qu'elle n'avait rien dit. Ces contradictions, selon l'historienne Alison Weir, suggèrent une tentative de réécrire l'histoire. La nuit du 24 mars 1603, Élisabeth mourut officiellement à 3 heures du matin. Mais l'annonce ne fut faite qu'à 11 heures, laissant 8 heures de silence suspect. Les archives montrent que le palais fut verrouillé. Personne n'entra, ni ne sortit, sauf 6 proches conseillers, dont Cécile. Aucune autopsie ne fut réalisée, une anomalie pour un monarque, et son corps fut immédiatement préparé pour l'inhumation par ce même groupe. Selon l'historien John Guy, cette précipitation évoque une dissimulation. Plus étrange encore, les serviteurs rapportèrent que les fenêtres de sa chambre, qu'Élisabeth avait ordonné de sceller par peur de l'air nocturne, étaient grandes ouvertes au matin. Qui les avait ouvertes et pourquoi? Un détail glaçant émerge des lettres de l'ambassadeur espagnol, datées du 21 mars, 3 jours avant la mort officielle. Il mentionnait des développements récents concernant la succession anglaise, comme s'il savait qu'un événement imminent se préparait. Ces lettres analysées par l'historienne Susan Doran suggèrent que des puissances étrangères étaient informées d'un plan. Était-ce une coïncidence ou une preuve de collusion? Les courtisans terrifiés évitaient de poser des questions, mais les murmures circulaient. Élisabeth avait-elle été aidée à mourir? Les symptômes d'Élisabeth dans ces derniers jours renforcent les soupçons. Les archives décrivent une décomposition rapide de son corps, après la mort incompatible avec une mort naturelle, mais cohérente avec un empoisonnement comme l'arsenic, connu des assassins de la Renaissance. En 1989, une découverte à Richmond, des fioles contenant des traces d'arsenic et d'antimoine dans une chambre secrète, fut rapidement classée confidentielle. Selon l'historien David Starkey, cette trouvaille, bien que controversée, pourrait indiquer un acte délibéré. Imaginez une reine entourée de conseillers loyaux, en apparence empoisonnés par ceux qu'elle croyait protéger. Les comportements d'Élisabeth avant sa mort ajoutaient au mystère. Elle refusait toujours de s'allonger dormant debout contre des coussins. Les témoignages rapportent qu'elle passait des heures à fixer ses mains, murmurant qu'elle voyait le temps glisser sur elle comme des ombres. Cette obsession, selon le psychiatre Carl Jung,
pourrait refléter une dissociation où Élisabeth luttait pour accepter sa fin. Ces dames de compagnie contraintes de la surveiller décrivaient une femme oscillante entre lucidité et délire, demandant parfois des nouvelles de courtisans morts depuis des années. La cour, dans ces derniers jours, était un théâtre de tension. Les conseillers menés par Cécile géraient chaque détail pour éviter une panique nationale. Les archives montrent qu'ils forgeaient des décrets royaux prétendant qu'Élisabeth les avait approuvés. Cette manipulation, selon l'historienne Patricia Ebrey, visait à maintenir la stabilité face à une crise de succession imminente. Les nobles catholiques, espérant un prétendant favorable, et les puritains cherchant un monarque plus rigoriste, observaient chaque mouvement de Cécile avec suspicion. Pourtant, Élisabeth restait une figure de légende. Même dans ses derniers instants, elle inspirait une crainte révérentielle. Une servante rapporta qu'un jour, avant sa mort, Élisabeth fixa un miroir et murmura « Qui suis-je devenue ?» Cette question, presque tragique, reflète une femme confrontée à la perte de son identité glorieuse. Les historiens comme Alison Weir notent que son refus de capituler, même face à la mort, témoignait de son génie politique. Si ces mystères vous ont troublé, attendez de découvrir comment la cour orchestra une dissimulation massive après sa mort. La prochaine étape de cette histoire, étrange, révèle un complot pour effacer la vérité. La dissimulation de l'histoire après la mort d'Elizabeth Ferrome-Tremere. Un voile de silence s'abattit sur Richmond Palace, masquant des vérités troublantes. Cette histoire étrange dévoile comment ses conseillers orchestrèrent une dissimulation si efficace que la vérité sur sa fin resta cachée pendant des siècles. Aimez partager et commenter pour plonger dans les abysses de l'histoire étrange. Le 24 mars 1603, lorsqu'Élisabeth rendit son dernier souffle, une opération d'une précision chirurgicale commença. Les chroniques officielles, rédigées sous la supervision de Robert Cecil, décrivent une reine s'éteignant paisiblement, entourée de serviteurs loyaux. Mais les détails contradictoires et les disparitions soudaines racontent une autre histoire. Selon l'historienne Alison Weir, l'annonce de la mort retardée de 8 heures permit à Cécile et ses alliés de contrôler le récit. Pendant ce laps de temps, le palais fut bouclé et seuls 6 conseillers, triés sur le volet, eurent accès à la chambre royale. Imaginez une cour plongée dans l'obscurité, où des ombres s'agitent pour effacer des indices avant que le jour ne révèle leurs secrets. Les premières traces de la dissimulation apparurent immédiatement. Le médecin personnel d'Élisabeth, le docteur John Dee, mourut 3 jours après la reine, officiellement d'une crise cardiaque. Pourtant, ces notes qui documentaient les symptômes mystérieux d'Élisabeth disparurent. Les historiens comme John Guy notent que cette mort opportune élimina un témoin clé. Lady Scrope, dont les lettres décrivaient les délires de la reine, révisa subitement son témoignage, alignant ses propos sur la version officielle de Cécile. Les archives montrent que ses dettes familiales furent mystérieusement effacées et son fils reçut un poste lucratif à la cour. Cette coïncidence, selon l'historienne Susan Doran, suggère un chantage ou une corruption. La chambre d'Élisabeth fut vidée en 1 semaine. Tapisseries, meubles, objets personnels, tout fut détruit ou dispersé. Cécile justifia cela comme une tradition royale, mais les registres historiques, analysés par David Starkey, montrent qu'aucun protocole similaire n'existait pour les monarques précédents. Plus troublant encore, plusieurs témoins clés disparurent des archives. Sir Thomas Heneage, présent lors des derniers jours d'Élisabeth, s'évanouit des documents. Après mars 1603, son domaine fut absorbé par la couronne
et sa famille resta silencieuse. Cette disparition, selon l'historien John Guy, évoque une purge systématique des voix dissidentes. Le rapport officiel de la mort, publié par le conseil privé, contient des incohérences flagrantes. Il mentionne des conversations que personne d'autre n'a corroborées et des événements dans un ordre chronologique impossible. Par exemple, il cite des paroles d'Élisabeth à des courtisans absents de Richmond. Les analyses modernes, comme celle de l'historienne Alison Weir, suggèrent que ce document fut rédigé à l'avance, peut-être avant la mort de la reine. Cette préparation soulève une question glaçante. Cécile et ses alliés savaient-ils que la fin était imminente? Et pourquoi? Le couronnement de Jacques VI d'Écosse, proclamé roi d'Angleterre, le jour même de la mort d'Élisabeth, fut orchestré avec une rapidité suspecte. Les lettres de Cécile à Jacques, découvertes au XIXe siècle, contiennent des détails sur les dernières volontés d'Élisabeth que personne d'autre n'avait entendues. Ces documents, selon Suzanne Doran, semblent avoir été préparés des semaines à l'avance, suggérant que la transition fut planifiée avant la mort officielle. Cette efficacité, bien que politiquement brillante, trahit une manipulation. Le point culminant de la dissimulation fut le funéral d'Élisabeth, un spectacle grandiose qui détourna l'attention du public. Des processions somptueuses coûtant une fortune traversèrent Londres, célébrant la Reine Vierge comme une icône. Selon David Starkey, ce spectacle fut conçu pour noyer les questions sur sa mort dans un déluge de patriotisme. Les foules émues par l'adieu à leur reine oublièrent de s'interroger sur les incohérences. Imaginez des milliers de Londoniens pleurant leur monarque, ignorant que la vérité était enterrée sous des couches de mensonges. Pourtant, des indices échappèrent à la censure. Une lettre de l'ambassadeur espagnol, datée du 21 mars, mentionne des développements imminents sur la succession, comme s'il anticipait la mort d'Élisabeth. Ce document, analysé par l'historienne Patricia Hebrey, suggère une fuite d'informations ou une complicité étrangère. De plus, la décomposition rapide du corps d'Élisabeth, notée par des témoins indépendants quelques jours après, est incohérente avec une mort naturelle. Les toxicologues modernes, comme Barry James, indiquent que des poisons comme l'arsenic pourraient expliquer cette anomalie, renforçant les théories d'un empoisonnement. La cour après la mort d'Élisabeth devint un lieu de silence, oppressant. Les courtisans terrifiés par les purges de Cécile évitaient de parler des derniers jours de la reine. Les archives mentionnent des nobles rédigeant des testaments, craignant d'être les prochains à disparaître. Cette peur, selon l'historien John Guy, transforma la cour en une prison psychologique où la vérité devint un crime. Les analyses modernes, comme celle de Philippe Zimbardo, suggèrent que l'environnement de pouvoir absolu d'Élisabeth favorisa une culture de manipulation, où même ses plus proches alliés devinrent des conspirateurs. Malgré la dissimulation, l'héritage d'Élisabeth perdura. Ses réformes, comme l'établissement de l'Église anglicane et l'expansion maritime, firent de l'Angleterre une puissance mondiale. Mais sa mort, entourée de secrets, reste une tache sombre. Les historiens modernes, comme Alison Weir, notent que cette dissimulation fut un chef-d'œuvre politique, mais à quel coût? Les victimes collatérales, serviteurs, médecins, témoins, furent sacrifiés pour préserver une illusion de stabilité. Si cette dissimulation vous a troublé, préparez-vous à explorer les théories les plus sombres sur la mort d'Élisabeth. La prochaine étape de cette histoire étrange dévoile des hypothèses qui glacent le sang. Les théories de l'ombre. La mort d'Élisabeth Oppervir. Prière enveloppée de silence
a laissé des questions qui hantent encore les historiens. Cette histoire étrange plonge dans les théories les plus troublantes sur ce qui a réellement tué la Reine Vierge des poisons insidieux au complot de ses proches, aimé partager et commenter pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. La version officielle rédigée par Robert Cecil attribue la mort d'Élisabeth en 1603 à l'âge et la mélancolie, une explication vague qui ne satisfait pas les esprits curieux. Les témoignages contradictoires et les indices dissimulés suggèrent une vérité bien plus sombre. Selon l'historienne Alison Weir, les symptômes d'Élisabeth, tremblements, peau grisâtre, ongles noircis, délire, pointent vers une cause plus sinistre que la simple vieillesse. Les analyses modernes, comme celle du toxicologue Barry James, désignent l'intoxication au mercure comme un coupable probable. La peinture faciale d'Élisabeth, à base de plomb et de mercure, utilisée pendant des décennies, provoquait des lésions neurologiques, hallucinations, paranoïa, défaillance organique. Imaginez une reine jadis rayonnante, empoisonnée lentement par le masque qui la rendait divine aux yeux de son peuple. Mais une théorie plus glaçante émerge. Et si l'empoisonnement n'était pas accidentel? En 1989, une fouille à Richmond Palace découvrit une chambre secrète contenant des fioles avec des traces d'arsenic et d'antimoine, des poisons courants à la Renaissance. Cette découverte rapidement classée confidentielle fut analysée par l'historien David Starkey, qui suggère un acte délibéré. L'arsenic indétectable à l'époque expliquerait la décomposition rapide du corps d'Élisabeth, notée par des témoins indépendants jours après sa mort. Ce détail, selon les toxicologues modernes, est incompatible avec une mort naturelle, mais cohérente avec un empoisonnement ciblé. Qui aurait pu orchestrer cela? Robert Cecil, qui contrôlait l'accès à la reine, est un suspect évident. Ses lettres à Jacques VI d'Écosse préparées avant la mort officielle montrent une anticipation suspecte. Une autre hypothèse plus audacieuse évoque un suicide assisté. Des lettres codées entre Cécile et ses alliés découvertes dans les années 1920 contiennent des références à mettre fin à ses souffrances et à une conclusion miséricordieuse. Élisabeth, consciente de son déclin mental et du chaos de la succession, aurait-elle choisi de partir? Cette théorie, bien que spéculative, est renforcée par son comportement, son refus de s'allonger, sa peur de ne jamais se relever et ses murmures sur le temps qui glisse. Le psychiatre Carl Jung pourrait interpréter cela comme une acceptation tragique de sa fin, masquée par des conseillers soucieux de préserver l'image de la monarchie. Imaginez une reine lucide dans ses moments de clarté, décidant de quitter un monde qu'elle ne pouvait plus contrôler. Une troisième théorie, encore plus sombre, implique des extrémistes religieux. Les puritains, influents à la cour, voyaient en Élisabeth une reine protestante, trop modérée. Les archives mentionnent des factions radicales, prônant un monarque plus rigoriste. Une lettre anonyme de 1602, découverte dans les archives de la Tour de Londres, fait allusion à un châtiment divin pour purifier l'Angleterre. Ces extrémistes auraient-ils accéléré sa mort pour installer un roi, aligné sur leurs croyances? L'ambassadeur espagnol, dont les lettres du 21 mars 1603 anticipaient la succession, pourrait indiquer une collusion avec des puissances catholiques prêtes à exploiter le chaos. Selon l'historienne Suzanne Doran, cette possibilité, bien que non prouvée, explique l'urgence de la dissimulation. Chaque théorie soulève des questions troublantes. Pourquoi les fenêtres de la chambre d'Élisabeth furent-elles ouvertes après sa mort, malgré ses ordres?
Pourquoi aucun médecin indépendant n'examina son corps? Les archives montrent que les 6 conseillers présents, tous loyaux à Cécile, préparèrent le corps en secret, sans autopsie. Cette absence d'examen, selon l'historien John Guy, est une anomalie pour un monarque de cette envergure. De plus, la disparition de témoins clés comme Sir Thomas Heneage et la mort subite du docteur John Dee renforcent les soupçons d'un complot. Les courtisans, pris dans cette tempête, vivaient dans une peur constante. Les récits de l'époque décrivent des nobles, évitant de parler de la reine, même en privé, craignant les espions de Cécile. Cette atmosphère, analysée par le psychologue Philippe Zimbardo, illustre la banalité du mal, où la loyauté se mua en complicité. Les serviteurs témoins des délires d'Élisabeth furent réduits au silence par la menace ou l'argent. Imaginez un palais où chaque chuchotement pouvait coûter une vie, où la vérité était un luxe mortel. Pourtant, l'héritage d'Élisabeth restait intact. Ses réformes, l'Église anglicane, l'expansion maritime, firent de l'Angleterre une puissance mondiale. Cette dualité entre génie politique et mort suspecte rend son histoire fascinante. Les historiens comme Patricia Hebrey notent que la dissimulation, bien que réussie, ne put effacer les murmures persistants. Les villageois, près de Richmond, racontaient des histoires de pleurs nocturnes dans le palais, attribuées aux âmes des victimes collatérales du complot. Si ces théories vous ont glacé le sang, attendez de découvrir comment l'héritage d'Élisabeth a façonné des légendes durables. La prochaine étape de cette histoire étrange explore son ombre immortelle, l'ombre immortelle d'Élisabeth. Même après sa mort, Élisabeth Ier, la Reine Vierge, reste une énigme, un spectre dont l'ombre plane sur l'histoire anglaise. Cette histoire étrange explore comment son héritage mêlant triomphe glorieux et secret terrifiant continue de fasciner et de troubler des siècles plus tard. Aimez, partagez et commentez pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. La mort d'Élisabeth, en 1603, marqua la fin d'une ère, mais son influence perdura. Les chroniques de William Camden décrivent une Angleterre transformée par ses réformes, l'Église anglicane consolidée, l'expansion maritime qui fit de la nation une puissance mondiale et un système administratif modernisé par la promotion de talents indépendamment de la naissance. Selon l'historienne Alison Weir, ces accomplissements firent d'Élisabeth une icône, mais les mystères entourant sa mort jetèrent une ombre durable. Imaginez une nation pleurant sa reine, ignorant que les secrets de ses derniers jours furent enterrés par ceux qui l'encensaient. Dans les récits populaires, Élisabeth devint une figure quasi mythologique. Les conteurs des marchés de Londres, dès le XVIIe siècle, la dépeignaient tantôt comme une sorcière manipulant les esprits, tantôt comme une déesse déchue maudite par ses propres actes. Une vieille chronique rapporte l'histoire d'une paysanne, près de Richmond, jurant entendre des pleurs d'enfants dans les ruines du palais, attribuées aux victimes collatérales de la cour d'Élisabeth. Ces récits, selon l'historienne Patricia Hebrey, reflètent la peur et la fascination qu'elle inspirait. Les villageois évitaient les anciens palais convaincus que l'esprit de la reine y errait encore. L'influence d'Élisabeth s'étendit à la culture. Au XIXe siècle, des contes recueillis par des lettrés, analysés par Marina Warner, présentaient des figures féminines puissantes et cruelles, inspirées d'Élisabeth. Certains suggèrent qu'elle influença des récits, comme Barbe Bleue, où une femme fatale cache des horreurs dans son palais. Cette connexion, bien que spéculative, montre comment l'histoire étrange d'Élisabeth
transcenda les frontières, devenant une métaphore du pouvoir corrompu. Imaginez un enfant du XVIIIe siècle frissonnant, à l'écoute d'un conte où une reine aux ongles noirs hante ses victimes. Les analystes modernes offrent un éclairage saisissant. Les psychologues, comme Robert Hare, identifient chez Élisabeth des traits de personnalité, narcissique, charisme, manipulation, mais aussi une fragilité cachée sous sa façade. Sa consommation de mercure, selon les toxicologues, comme Barry James, aggrava sa paranoïa, transformant une dirigeante calculatrice en une femme délirante. Les études de Philippe Zimbardo sur la banalité du mal suggèrent que l'environnement de la cour, où la violence et la manipulation étaient normalisées, amplifia ses comportements erratiques. Sa mort suspecte entourée de contradictions reste un cas d'étude en criminologie. Le criminologue Stéphane Bourgoin note que les méthodes de dissimulation de Robert Cecil préfigurent les conspirations modernes avec des témoins éliminés et des preuves effacées. Les ruines de Richmond et de Whitehall attirent encore aujourd'hui des curieux. Les guides locaux racontent des anecdotes de phénomènes étranges, ombres mouvantes, murmures dans les couloirs. Bien que probablement apocryphes, ces histoires, selon l'historien Jonathan Clements, témoignent de la fascination durable pour Élisabeth. Les fouilles archéologiques menées par l'université d'Oxford ont retrouvé des fragments d'objets, fioles tissus, peut-être liés à ces rituels, mais les chambres secrètes restent insaisissables, comme si elles gardèrent leurs secrets. L'impact d'Élisabeth sur les femmes dans l'histoire est complexe. En tant que première reine régnante à dominer sans mari, elle brisa les barrières du genre, prouvant qu'une femme pouvait exercer un pouvoir absolu. Mais sa mort, entourée de soupçons, et les récits misogynes des chroniqueurs masculins qui exagérèrent ses délires pour la discréditer, ternirent son image. Une révision en 1992 par une commission historique suggéra que certaines accusations, comme celle de sorcellerie, furent amplifiées pour des raisons politiques. Selon l'historienne Susan Doran, cela invite à reconsidérer Élisabeth. Était-elle une folle ou une victime d'une cour impitoyable? Les courtisans de l'époque marqués par la peur transmirent une méfiance durable. Les archives mentionnent des nobles refusant de parler d'Élisabeth après sa mort, craignant des représailles posthumes. Cette paranoïa, selon John Guy, transforma la culture politique anglaise, rendant les monarques suivants plus prudents. Les boîtes de correspondance de Cécile analysées au XIXe siècle révélant un homme obsédé par le contrôle, éliminant toute trace de dissentiment. Imaginez un ministre des années après regardant par-dessus son épaule, hanté par l'idée qu'une nouvelle Élisabeth pourrait surgir. L'héritage d'Élisabeth est une dualité, une reine qui éleva l'Angleterre au sommet, mais dont la fin fut assombrie par des complots. Les historiens modernes comme Alison Weir notent que sa mort, si bien dissimulée, soulève une question troublante. Combien d'autres figures historiques ont vu leur vérité effacée? Les victimes de sa cour, serviteurs, médecins, nobles, restent des ombres dans l'histoire, leurs voix étouffées par la machine politique de Cécile. Si cette ombre immortelle vous a captivé, préparez-vous pour un final qui révèle une vérité encore plus choquante. La prochaine étape de cette histoire, Étrange explore comment la légende d'Élisabeth devint un mythe universel, le mythe éternel d'Élisabeth, la reine vierge. Élisabeth Ier est morte en 1603, mais son histoire tissée de gloire et d'horreur s'est transformée en un mythe qui résonne encore aujourd'hui. Cette histoire étrange dévoile comment une femme, à la fois héroïne et énigme, devint une légende universelle, ses secrets continuant d'alimenter les imaginations.
aimer, partager et commenter, pour plonger dans les abysses de l'histoire étrange. Après la mort d'Élisabeth, l'Angleterre pleura une icône, mais les murmures sur sa fin ne s'éteignirent jamais. Les chroniques de William Camden décrivent une nation unifiée par son règne, mais divisée par les rumeurs. Ses réformes, l'établissement de l'Église anglicane, l'expansion maritime, la promotion des talents, indépendamment de la naissance, firent de l'Angleterre une puissance mondiale. Selon l'historienne Alison Ware, ses succès immortalisèrent Élisabeth comme la reine vierge symbole d'un âge d'or. Pourtant, les zones d'ombre de sa mort, les témoignages contradictoires, les disparitions, les indices de poison, transformèrent son histoire en une fable sombre. Imaginez des conteurs du XVIIe siècle dans les tavernes de Londres, chuchotant des récits d'une reine hantée par ses propres portraits. Dans la culture populaire, Élisabeth devint un archétype. Les récits recueillis par les lettrés et analysés par Marina Warner dépeignent des figures féminines puissantes et ambiguës, inspirées de sa dualité, une reine divine, mais aux mains tachées de sang. Certains contes, comme ceux évoquant une femme cachant des horreurs dans son palais, rappellent aux Barbes Bleues, suggérant une influence d'Élisabeth sur les légendes européennes. Cette connexion, bien que spéculative, montre comment l'histoire étrange d'Élisabeth transcenda les frontières, devenant un symbole du pouvoir corrompu. Imaginez un villageois du XVIIIe siècle frissonnant à l'idée d'une reine aux ongles noirs manipulant les âmes depuis l'au-delà. Les ruines de ces palais comme Richmond et Whitehall alimentent encore les imaginations. Les guides touristiques d'aujourd'hui racontent des histoires d'ombres mouvantes et de murmures dans les couloirs. Une chronique du XVIIe siècle rapporte qu'une paysanne, près de Richmond, refusa de s'approcher du palais, jurant entendre des pleurs d'enfants. Peut-être les échos des victimes collatérales de la cour, comme le docteur John Dee ou Sir Thomas Shanidge. Ces récits, selon l'historien Jonathan Clements, témoignent de la fascination durable pour Élisabeth. Les fouilles archéologiques menées par l'université d'Oxford ont retrouvé des fragments d'objets, fioles tissus, peut-être liés à ces rituels, mais les chambres secrètes, découvertes en 1999, contenant des traces d'arsenic, restent classées confidentielles, comme si l'histoire refusait de livrer ses secrets. Les analyses modernes éclairent cette légende. Les psychologues, comme Robert Hare, identifient chez Élisabeth des traits narcissiques, un charisme magnétique, une manipulation habile, mais une fragilité cachée. Sa consommation prolongée de peinture au mercure, selon le toxicologue Barry James, provoqua des hallucinations et une paranoïa qui transformèrent une reine calculatrice en une figure délirante. Les études de Philippe Zimbardo sur la banalité du mal suggèrent que l'environnement de la cour, où la peur et la manipulation étaient omniprésentes, amplifia ses comportements erratiques. Sa mort suspecte entourée de contradictions est un cas d'étude pour les criminologues. Stéphane Bourgoin note que la dissimulation orchestrée par Robert Cecil, avec ses témoins éliminés et ses preuves effacées, préfigure les conspirations modernes. L'impact d'Élisabeth sur les femmes dans l'histoire reste complexe. En tant que première reine régnante à dominer sans époux, elle brisa les barrières du genre, prouvant qu'une femme pouvait exercer un pouvoir absolu. Mais les chroniqueurs masculins, souvent misogynes, exagérèrent ses délires pour la discréditer, peignant une image de sorcière ou de folle. Une révision historique en 1992, analysée par Susan Doran, suggéra que ces accusations furent amplifiées pour des raisons politiques, visant à justifier la transition vers Jacques Ier. Cette relecture invite à voir Élisabeth
non comme un monstre, mais comme une femme façonnée par un monde impitoyable. Imaginez une reine luttant contre son propre déclin, entourée de vautours prêts à réécrire son histoire. La cour après sa mort porta les cicatrices de son règne. Les archives mentionnent des nobles refusant de parler d'Élisabeth, craignant des représailles posthumes. Cette peur, selon John Guy, transforma la culture politique anglaise, rendant les monarques suivants plus prudents face aux intrigues. Les lettres de Cecil découvertes au XIXe siècle révèlent un homme obsédé par le contrôle, éliminant toute trace de dissentiment. Cette paranoïa, héritée d'Élisabeth, façonna une Angleterre où la vérité devint un luxe dangereux. Le mythe d'Élisabeth continue d'inspirer films, livres et séries, comme ceux analysés par Marina Warner, la dépeignent comme une figure tragique à la croisée du génie et de la folie. Sa mort, entourée de soupçons, soulève une question troublante: combien d'autres figures historiques furent effacées par des conspirations similaires? Les victimes de sa cour, serviteurs, médecins, nobles, restent des ombres, leur voix étouffée par la machine politique. Une servante, dans une lettre anonyme de Paris 504, décrivit Élisabeth comme une étoile trop brillante pour durer, une phrase qui capture son essence, une reine dont la lumière éblouit, mais dont les ténèbres persistent. Si cette histoire étrange vous a captivé, partagez-la pour révéler les secrets cachés de l'histoire. Aimez, commentez et dites-nous ce qui vous a choqué le plus. Suivez pour découvrir d'autres récits troublants.